étendu sur une superficie de 18 096 km², avec une moyenne de 114 habitants par km². On parle de Lubero. Oui, ce territoire est en proie à l'insécurité, justement avec comme chef-lieu Lubero. Aujourd'hui, voisin à Beni, on parle des tueries, oui, des milices qui tuent, même plus que le M23. Mais on sent qu'il y a, je dirais, ce silence ou cette abstraction. Comment justifier cela? Pourquoi on ne parle pas aussi fort de cela alors que c'est aussi des Congolais? Sur ce plateau, nous recevons un élu de Lubero, le député national, Maombi Kachongo Sosten. Bienvenue à vous. Merci, madame. Aujourd'hui, justement, puisque nous parlons de cette partie de la République démocratique du Congo, quelle est la réalité actuellement sur place? Bon, merci beaucoup à madame la journaliste. Comme vous venez de le dire, la réalité, elle est d'abord très douloureuse. Je voudrais d'abord profiter de ces micros pour présenter les condoléances les plus attristées aux familles qui sont ou qui ont été victimes pendant tout ce temps dans cette zone de Beni-Lubero et plus particulièrement actuellement les secteurs de Bapere à Mangurujipa où on voit maintenant que ce secteur est devenu en tout cas le lieu cible des opérations des criminels, les EDF. Madame, si vous pouvez peut-être avoir bonne mémoire, je crois avoir passé ici un jour pour dénoncer encore une fois et parler haut au sujet des atrocités que connaissent actuellement ou présentement les populations de Lubero, particulièrement celles de Mangurujipa. Mangurujipa, après l'infiltration des EDF, parce que ça fait des années que ces EDF opéraient beaucoup plus dans le territoire de Beni. Et puis après, on a salué en tout cas les opérations conjointes FARDC-UPDF, où nous avons vu dans certains villages de Beni, on a vu en tout cas la calmie, la population pouvait encore espérer et ça continue. Mais au même moment que le village de Beni sont en train de revivre l'ère de la paix, on sent la progression des EDF vers des zones où il n'était pas. C'est le cas effectivement du territoire de Lubero, d'où je suis élu. À Mangurujipa, eh bien, actuellement, on peut vous dire chaque jour, il y a vraiment cet activisme. Les EDF circulent, la nuit, ils tuent, et nous avons même pris le courage de sortir une déclaration en tant que caucus de députés du territoire de Lubero pour dénoncer d'abord la forme des tueries, parce que nous avons qualifié ça comme l'abattage humain. C'est quel mode opératoire? C'est-à-dire l'abattage humain, l'homme peut mourir, mais la façon dont on tue, elle est trop atroce. Vous ne pouvez pas voir. Et quand bien même vous pouvez survivre, vous restez avec des séquelles. Si bien qu'actuellement, la majorité de la population, si vous essayez un peu de les regarder dans leur façon d'agir, dans leur façon de faire, vous trouvez quelque chose vraiment de traumatisme. Ce traumatisme est dû par le fait qu'on a tué le proche, par le fait qu'on a violé la maman à la présence des enfants, au viol même la fille à la présence de son papa. Vous voyez, ça laisse des séquelles psychologiques. Et quand on essaie un peu de faire les comptages des cas, de cadavres,
Parce qu'on doit dire qu'on ne peut pas vous donner vraiment le vrai chiffre, pour autant qu'il y a d'autres qui sont tués, abandonnés, et si on ne les retrouve pas, là où on a abandonné les cadavres, eh bien, le corps est obligé à se décomposer comme ça. Et ce qu'on a retrouvé aujourd'hui, je parle de à peu près, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est le chiffre qui est vraiment exact. On peut facilement parler de plus de 2500, uniquement dans les secteurs des Bapéré, y compris une partie des Bassois, la chefferie des Bassois. Plus de 2500 personnes égorgées, abattues, massacrées, et les blessés, ou alors les survivants, ceux qui ont eu des balles, il y en a il y a d'autres qui sont déjà guéris par l'intervention des hôpitaux, et d'autres sont encore au niveau des hôpitaux. Et c'est là que je remercie à Passa, le MSF, Béni, qui est en train en tout cas d'aider les victimes ou alors les blessés par balle. Alors, vraiment, je les remercie. Mais au côté de ça, madame, ce n'est pas seulement les tueries. On peut tuer, on comprend. Mais l'incendie, on incendie même tout un village. Ça signifie que dans ce secteur, vous arrivez, on peut vous montrer les images où vous allez trouver que tout le village a été incendié et même des véhicules. Le nombre de maisons qu'on a pu compter, c'est à peu près, c'est plus de 1200 maisons dans différentes localités. Il y a également même des véhicules de motos. On enregistre jusqu'à présent, en tout cas, 7 véhicules. Il y a plus de 80 motos qui ont déjà été incendiées. Et tout ça, c'est une perte que la population de ces secteurs-là est en train d'enregistrer. Mais que dit le gouverneur? Quel travail est fait sur terrain pour comprendre la situation? Parce que c'est vrai qu'on est aujourd'hui en train d'évoquer le M23, on est aujourd'hui en train d'évoquer cette rébellion AFC M23, mais au côté de cela, il y a également ces Congolais qui sont en train de mourir. Il y a également un mécanisme sur place pour, par exemple, la question des déplacés, parce que lorsqu'on brûle tout un village, ça veut dire qu'on aura des déplacés. Oui, moi je crois que, madame, sur ce point, parlant du gouvernement provincial, je peux dire que le gouvernement provincial s'efforce pour faire l'essentiel. Parce que, toutes les fois qu'on a tué, on a vu le gouvernement déployer quelques moyens pour appuyer les familles au deuil, à l'enterrement. On a vu, même le samedi passé, le 7, il y a eu des tueries. Dans les groupements Bapakombe. Le gouvernement provincial a intervenu également. C'est donc une situation que nous ne devons pas analyser sous l'angle spécifique du gouvernement provincial. Cette question des EDF, je crois qu'on peut beaucoup plus la maîtriser, l'embraser dans le contexte national. Et que donc le gouvernement. Et pour le gouvernement, c'est vrai, le FARDC sont là, en coalition bien sûr avec les UPDF. Ils sont en train de faire le travail, mais on enregistre parfois le problème d'insuffisance de contrôle total, surtout dans la zone, dans les territoires de Lubero, principalement dans les Mangurujipa. Et le problème, c'est au fait les effectifs. Vous savez que quand il n'y a pas d'effectifs, ça signifie que, vous voyez Mangourou, je ne sais pas si vous avez déjà été à Mangurujipa, mais c'est vraiment l'étendue territoriale qui est aussi vaste, mais aussi, il faut voir sa localisation géophysique. C'est un peu compliqué. Et comme c'est un peu compliqué, ça demande vraiment des stratégies adaptées à ces secteurs-là. Et quand, par exemple, on peut envoyer, parce que l'ennemi, lui, se prépare. Il se prépare, il sait, il va passer par où, tout ça, et il est toujours en train de surveiller les mouvements de nos forces. Alors, le problème qu'il y a,
Et ce que la population a toujours décrié, il y a ces problèmes-là des effectifs. Les effectifs des FARDC présents dans ces secteurs-là, en tout cas face à ces deux problèmes, à ces deux situations que je viens de soulever ici, l'étendue et puis la localisation géophysique, ne facilite pas la maîtrise de ces EDF. Mais comment expliquer cette présence sur place? C'est dû au minerai, parce que lorsqu'on voit dans la configuration de Lubero, qui est traversée par les parcs, est-ce que c'est toutes ces potentialités qui les attirent, ou bien c'est seulement ce souci de délocaliser, de rendre cette partie inhabitable? Bon, madame, les causes qui influencent une guerre sont multiples. Mais on peut noter également que la recherche des minéraux, parce que Mangurujipa est riche en minéraux. Je peux ajouter également la richesse agricole. Vous voyez la zone de Beni, tout ça, c'est le café, c'est le cacao. Mais aussi, aux côtés de ça, il y a également le bois. Bon, je ne dis pas que c'est ça, mais en tout cas, parmi les causes, on peut noter cela. Pourquoi cela? Parce que on se dit, pourquoi? Parce que, par exemple, avant, c'est souvent pendant la récolte, quand on veut récolter le cacao, c'est là qu'on voyait beaucoup plus, n'est-ce pas, le mouvement et les tueries, tout ça, de la population. Mais aussi au niveau par exemple de Mangurujipa, avec tout ce qu'on est en train de parler des minéraux, de tout, qui intéresse maintenant le monde, en tout cas, on peut admettre que c'est aussi ces goûts-là. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui considérer les ADF effectivement comme la rébellion en 23, ou ça devrait être traité autrement à ce jour? Bon, les ADF, chez nous, et même les gouvernements les appellent des terroristes. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette zone-là et voir comment ils opèrent. Moi, je crois que le terrorisme, c'est le terme qu'il faut vraiment appliquer. Il faut vraiment utiliser. C'est vraiment ça, c'est le terrorisme. Et quand moi je vous dis, vous êtes survivant, mais en réalité, il y a déjà des séquelles psychologiques, c'est qu'à un certain moment, vous allez trouver les dérèglements, des raisonnements, tout ça. C'est toujours un problème. Parce que la maladie, ce n'est pas seulement avoir des symptômes physiques, il y a également des symptômes psychologiques qui peuvent entraîner à l'inutilité de la personne. Alors, au-delà de l'aspect sécuritaire, quelle est la porte du gouvernement? Parce que c'est vrai, on parle du ministère, par exemple, des Affaires sociales, qui devrait aujourd'hui, avec les partenaires étrangers, avoir un œil particulier aussi dans cette partie de la République démocratique du Congo. Madame, je dois vous dire que pas plus que le mois d'octobre, ce mois d'octobre ici, de 2025, nous avons encore rappelé, parce que quand vous essayez un peu de prendre seulement les nombres, de déplacer des Mangurujipa seulement dans la ville de Butembo et quelques cités sécurisées du territoire de Lubero, c'est plus de 60 000. C'est plus de 60 000 personnes. Mais jusqu'à présent, si vous me demandez l'assistance humanitaire, nous avons écrit et nous avons mené des déployés, nous avons rappelé. J'étais passé même encore ici pour dire il y a nécessité que le gouvernement de la République, à travers les ministères des actions humanitaires, pense à aller rencontrer cette population qui souffre à Butembo. Il y en a même qui sont restés à Mangurujipa centre, parce que quand vous allez à Butembo, vous êtes obligé d'acheter, et le prix, que c'est en vie, tout ça, la vie devient compliquée. Mais jusqu'à présent, nous attendons. Peut-être que le programme va nous donner. Est-ce qu'il y a aussi des déplacés vers l'Ouganda? Bon, vers l'Ouganda, en tout cas, non. Pas du tout. On est vraiment soit à Beni, soit à Butembo, soit à Lubero centre, parce que c'est la famille. Donc, nous,
dans cette partie-là aurait souvent dans les ménages des familiers et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on s'organise pour la plupart des cas. Mais il peut y avoir également des petits regroupements, tout ça, dans des écoles, dans des églises. Ça arrive également et ça existe. Mais le point que vous m'avez posé ici, c'est-à-dire, il y a cette nécessité que le gouvernement assiste, à travers le ministère des Affaires sociales et se Action déplacer en urgence et raconte même les préoccupations. J'ai parlé ici de plus de 1200 maisons incendiées. C'est-à-dire, on vous prive votre source de revenus parce qu'ils sont obligés de quitter là où on a incendié pour chercher ailleurs. Ils abandonnent les champs, ils abandonnent tout ce qu'ils avaient. Donc, ils sont obligés de rester maintenant en train de quémander. Et la bonne façon de faire, c'est que le gouvernement devrait rencontrer ses préoccupations pour dire on a incendié, c'est qu'il faut ramener peut-être, appuyer cette population, ne fût-ce que soit avec les tôles. Et que bon, les arbres et tout ça, on peut se débrouiller, même les plages, et ainsi de suite. Et on reconstruit. Avec, bien sûr, la mesure de sécurisation, parce que ça doit suivre. Et c'est là que moi, je pourrais d'abord insister sur le fait de pouvoir renforcer les effectifs militaires, mais aussi la logistique doit suivre. La logistique doit suivre. La zone de Mangurujipo, alors le secteur de Bapere, vous allez trouver qu'il y a problème d'accessibilité. Il y a problème d'accessibilité. Ça signifie que les routes, parfois, en mauvais état, à l'intérieur là, parfois il y a là où il n'y a pas de route, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment la présence permanente des militaires dans la profondeur pour faire face à ces gens. Mais s'il faut attendre qu'il y ait action des ZDF pour que les renforts quittent par exemple à 30-40 km, en tout cas... C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. D'où le renforcement est suivi de la logistique conséquente pour essayer un peu de maîtriser ces gens, ces ZDF qui sont en train de circuler nuit et jour dans différents villages de ces secteurs de Bapere, également une partie de la chefferie de Bassoir. On retiendra justement ce renforcement militaire avec un déploiement un peu plus stratégique, étant donné que le secteur a une géopolitique un peu stratégique et il faudrait l'adapter justement, ce renforcement militaire, c'est pour la sécurité, mais aussi on tiendra compte de l'aide humanitaire par le biais du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire. Un dernier mot? Oui, bon, madame, moi je voudrais ajouter un aspect. Je crois que c'est quand même important qu'il faut toujours analyser. C'est le fait, avec la coalition ou l'opération UPDF FARDC, n'est-ce pas? Dans la zone de Beni, vous voyez, il y a des accalmies, mais on sent l'extension maintenant. On voit l'extension de ces ZDF qui avaient pour milliers Beni, n'est-ce pas? Et on les voit quitter la partie où ils occupaient pour s'étendre vers d'autres territoires, notamment les Lubero, une partie également de la province de l'Ituri. Il y a donc nécessité de pouvoir penser à l'évaluation de cette opération conjointe pour essayer un peu de voir les acquis, les failles, les forces, tout ça, afin d'orienter encore la manière de faire pour que les ZDF ne continuent pas à rester des électrons, quitter ici et se déplacer de l'autre côté et agir de la même manière. Là, ça pose un problème. C'est quand même un problème. Ça signifie, on les voit, ils existent, alors qu'en réalité, ce que la population attend, c'est la maîtrise totale de ces phénomènes EDF et qu'on ne parle plus de ces EDF dans cette zone de Beni, Lubero. Mais actuellement, on ne les voit pas ici, ils n'agissent pas ici et ils entrent à profondeur. Et si on ne fait pas beaucoup d'attention, on peut les retrouver même dans les sites de Lubero, passant par, je sais pas, les Bapere,
il y a dans les Kassou là-bas, tout à côté, jusqu'à arriver même au niveau, peut-être rejoindre les M23. Ça peut être également possible. Donc moi je crois que cette question doit être prise au sérieux par les gouvernements. Non seulement la question d'évaluation de cette opération, les renforcements, et la logistique, mais également cette question de pouvoir rencontrer les préoccupations liées à la vie de la population victime, des déplacés qui ont quitté, qui ont abandonné leur village pour aller s'installer à ville où les conditions de vie sont plus difficiles. Monsieur Naombi Kachongo Sosten, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes député national élu de Lubero et ici sur ce plateau, nous parlions justement de la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo en proie aux rebelles ADF. Oui, on les appelle rebelles parce qu'ils sont dans ils sont dans la rébellion dans cette partie de la République démocratique du Congo, tuant et massacrant également les populations locales. Téléspectateurs, dans quelques instants, c'est la grande édition du journal avec grâce à l'embauche à Congalula et avec nous, on se retrouve très prochainement sur Télé 50 bien sûr.